Merci beaucoup pour votre intervention, pour avoir dressé le cadre du système de transition écologique. Je pense que c'était particulièrement intéressant parce qu'on prend souvent les choses par un petit bout. Et là, vous nous avez donné une vue globale, mais à travers ça, de la complexité, effectivement, de ce système. En tout cas, pour réussir, il faudra appréhender cette complexité. Ça me semble indéniable. Maintenant, la parole est à vous, encore une fois, sous forme de questions, mais également sous forme de commentaires que vous pouvez avoir sur ce qu'a présenté effectivement Simon Derel. Alors, qui veut prendre la parole? Allez-y, ça se fait très simplement. On commence par Gérard. Voilà. Bonsoir. En fait, j'ai deux questions qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Vous avez parlé de la technologie comme d'une arme ou comme d'un instrument prépondérant, mais finalement, dès lors qu'on se situe dans un système économique néolibéral, est-ce que l'intensité et les objectifs fixés à la technologie ne sont pas dépendants du système lui-même? Et vous ne parlez pas de l'importance du système, sauf peut-être dans le modèle conceptuel final. Pour illustrer ça, je prendrai une publicité qui me crispe un petit peu en ce moment, c'est celle de MSC Croisière. Je ne sais pas si vous avez vu cette pub. Non. MSC Croisière dit on va dépenser moins de carburant, on va faire un tas d'innovations sur le truc, mais néanmoins, on va continuer de déverser 5000 pimpins dans des bateaux, dans des lieux touristiques où ils vont acheter des produits made in China. Donc en fait, on a exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire, voilà. Et on a des produits qui servent à rien, mais qui sont plus verts. Donc, est-ce que si on ne remet pas en cause les objectifs du système économique, la technologie peut nous aider? Voilà. Puis la deuxième question qui n'a rien à voir, il y a aussi des innovations qui sont là pour essayer de pallier les dysfonctionnements climatiques, etc. Et vous n'en avez pas parlé parce que vous considérez que ce sont de fausses pistes. Voilà. Merci d'avance. Merci à vous. Alors, oui, je suis d'accord. Maintenant, alors, si vous voulez, c'est le problème de la transition écologique qu'on voit même là. Il y a un consensus sur aujourd'hui le modèle et le système productif actuel est associé à une crise écologique. Il faut une transition vers B qui serait un modèle meilleur. Tout ça, tout le monde est d'accord. Mais finalement, quel B? Quel est le B finalement? Ah, il faut décarboner. Mais alors, si on regarde les différents auteurs, philosophes, tout ce que vous voulez, le B, il peut être très différent. Pour certains, le B, il peut être extrêmement libéral. Pour d'autres, ça peut être le retour à des communautés locales, avec des dons contre dons, un autre rapport à la nature, etc. Mais il y a un tabou sur la discussion de quel est ce B. Et là-dessus, je suis d'accord. Maintenant, d'un point de vue peut-être plus faisable, je pense que je mettrai l'accent sur le rôle de l'État. Certes, il y a des logiques de rentabilité à court terme, des logiques actionnariales qui font que on favorise la rentabilité à court terme de l'actionnaire, on peut faire du greenwashing, etc. Maintenant, l'État pourrait réguler et pourrait mettre en place des plans. Par exemple, pourrait proposer, faites-nous une innovation verte extrêmement favorable à l'environnement qui n'existe pas aujourd'hui, et nous donnerons de l'argent à celui qui fait cela pour le bien commun. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Ah, mais certes, on est dans un système néolibéral, effectivement. Maintenant, ma position, c'est que faire. Parce que
Mais j'ai des collègues qui vont estimer que la réponse est anticapitaliste. Voilà, bon, c'est bien, mais peut-être. Maintenant, c'est pas comme ça qu'on trouve les choses. Mais moi-même, je n'ai pas la réponse. Et sur les innovations destinées à... Ah, pardon, oui. Je vais essayer de répondre de manière plus courte. Les innovations destinées à réduire le dysfonctionnement, on a ce qu'on a les capteurs, capture et le stockage de CO2. C'est ça que vous avez en tête? Par exemple, ce qui consiste à déplacer des nuages d'un secteur vers l'autre. Ouais. Toutes ces innovations technologiques. Alors là, c'est pour le coup, c'est plutôt une logique. Voilà, c'est la raison pour laquelle, à la fois, l'innovation, c'est ambigu, parce que ça pourrait justifier le fait qu'on continue à dégrader l'environnement. À partir du moment où on envoie des rayons qui font que le rayonnement terrestre va être plus faible, ou qu'on a des captures et de stockage de carbone, continuons. C'est la grande limite de la technologie. Mais alors, si vous voulez, sur la technique, et je vais être rapide, on a des travaux de Jacques Ellul, il y a beaucoup de débats sur la technique. La technique n'est pas mauvaise ou bonne en soi, c'est la façon dont l'homme l'utilise. Néanmoins, pour finir là-dessus, ces technologies ne sont pas au point aujourd'hui. Si ça peut vous rassurer. Elles ne sont pas au point aujourd'hui, elles pourront peut-être l'être demain. Pour l'instant, elles ne sont pas au point. En tout cas, c'est un courant de pensée qu'on voit sur... Ouais. Oui, merci. Donc, merci, monsieur. Plutôt que de poser une question, ce coup-ci, donc moi, je vais plutôt essayer d'alimenter votre réflexion sur un thème que vous avez vu qu'on a vu dans 2 diapos, c'est l'économie circulaire, en particulier sur le sujet du déchet. Et comme on est tous des ménages ici, ou des particuliers, sur le déchet ménager. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Voilà. Donc, aujourd'hui, peu de gens savent que en tonnage en France, mais là je parle de données d'exploitation très récentes, je ne parle pas de chiffres de l'INSEE, environ 75% de ce que nous produisons comme déchets part soit en incinération, soit en enfouissement, donc en décharge. Il y a décharge qui est un stockage éternel, illimité, et l'incinération qui est un pis-aller qui était bien il y a longtemps, mais qui aujourd'hui est une manière de valoriser des déchets à très faible performance, très faible rendement, avec des coûts élevés et ce que vous disiez tout à l'heure, on essaye de... on supprime les fumées à la sortie, Ouais. ça coûte aussi cher que l'usine elle-même. Ouais. Aujourd'hui, donc, c'est ce qui se passe en France. On a essayé par rapport à ça d'introduire le tri sélectif à la source. Ça part d'une très bonne intention. C'est un bon geste citoyen. En même temps, on connaît les limites du tri sélectif à la source. Outre le fait que certains sont négligents, d'autres ne connaissent pas bien, c'est un peu compliqué parfois. Mais surtout, on sait qu'on ne pourra pas capter tout le gisement de déchets, en tonnage en tous les cas. Et je vais livrer ici un chiffre, puisque c'est un peu ce secteur, c'est mon travail, enfin les 2/3 de mon temps de travail. Aujourd'hui, 80% du tonnage, et on ne s'en rend pas compte, du tonnage de déchets que nous émettons par le sac gris, sac noir, et dans le sac noir, et seulement 20% dans notre sac jaune, celui dit des recyclables. Il faut le savoir, c'est la réalité en tonnage, pas en volume, mais en tonnage, 80%. Dans ce sac gris, on ne se rend pas compte non plus, nous trouvons, puisque je parle là d'un centre de tri qui n'est pas en Bretagne, à travers des technologies de rupture, 92% de l'acier et de l'aluminium. Ils ne sont pas dans le sac gris, ils sont dans le sac jaune, ils sont dans le sac gris. Donc c'est pour un petit peu remettre en place des idées. Et donc, le tri sélectif à la source est une bonne chose, je répète, un geste citoyen, pourquoi pas, mais il a de grandes limites. Et on sait déjà que l'obligation qui est introduite pour cette année, 2023 en France, du tri à la source des biodéchets, obligatoire d'ici le 31 décembre, l'ambition que la France a, c'est de capter 30% de ce gisement. 70% ne sont pas captés, parce qu'ils seront ailleurs, dans le sac gris, etc., voire dans le sac jaune, parce que quand quelqu'un a une boîte de conserve de sardines, un tube de mayonnaise, où est-ce qu'il le met, le sac gris, le sac jaune, etc.
Donc ce que je voulais dire, c'est par rapport à votre titre, écologie et innovation, c'est de dire que aujourd'hui, quand l'entreprise pour laquelle je travaille, qui était une start-up il y a 7 ans, qui est une PME aujourd'hui, et qui n'est pas du tout un grand groupe, qui est absolument indépendante, nous parvenons, grâce à beaucoup de brevets, grâce à beaucoup de process, à trier à 100% le sac gris, ce sac en mélange qui est compliqué. Le sac jaune, c'est facile. Et à valoriser 92-93% de la totalité de ce tonnage, qui est exceptionnel, par de l'organique sous forme de compost ou de méthanisation, les recyclables, et ensuite on a encore 35% de matière qui constitue en fait aujourd'hui un combustible solide de recyclage, c'est-à-dire une matière énergétique qui vient de nos déchets, de notre poubelle, qui est locale et qui émet 9 fois moins de CO2 que le charbon. Et on essaye de valoriser ça. Et alors, l'idée que je voulais derrière dire, après avoir énoncé un certain nombre de vérités, c'est que nous nous heurtons à beaucoup de résistance pour introduire ces innovations dans la société et dans la technostructure. D'une part, on peut avoir des résistances de la part des apôtres du tri sélectif à la source, et c'est normal, et en fait, ces technologies nouvelles doivent être considérées plutôt comme des filets récupérateurs, parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à tout récupérer par le tri sélectif à la source. Nous nous heurtons aussi aux grands groupes, dont les incinérateurs et les centres d'enfouissement, parce que ce sont des actifs importants dans ces grands groupes que tout le monde connaît, que je ne citerai pas, qui sont des actifs amortis, et qui donc réclament de plus en plus de matière, parce que c'est leur recette, c'est leur bénéfice. Et donc plus il y a de volume, enfin de tonnage plutôt, plus ça leur fait plaisir, et ils n'ont pas trop envie que nous venions en substitution faire un tri qui va permettre de valoriser beaucoup de matière. Et enfin, nous avons aussi en face de nous une administration centrale qui a une doctrine, il y a le principe de précaution, et on a peur de l'innovation. Voilà. Donc voilà, je voulais simplement, à travers cet exemple des déchets ménagers, montrer combien les innovations peuvent être utiles parce qu'elles contribuent à l'économie circulaire, et ici de façon presque révolutionnaire, mais qu'elles se heurtent à beaucoup de résistance dans la société, et qu'on peut peut-être considérer qu'il y a un cycle de 15 ans pour faire passer, donc c'est un peu la transition, ces nouvelles technologies. Merci pour votre Merci. témoignage, c'est vraiment intéressant. Bien illustré en plus. Alors, il y avait d'autres questions, effectivement. Oui, bonsoir. Donc, observation puis question. D'abord, une observation. Donc, tout à l'heure, vous avez évoqué donc les grands flux en fait de pollution ou d'impact sur la planète. Je trouve qu'il y en a un quand même qui n'a pas été évoqué, c'est le nombre, c'est la population. Quelqu'un l'a dit à une époque, hein, si tous les Chinois prennent une mobilette, c'est une catastrophe écologique universelle. Alors comment faire allier, ou comment faire cohabiter la juste réclamation de peuples aujourd'hui qui sont en voie de développement, qui souhaitent posséder un certain nombre de conforts, en nous regardant, nous, l'Europe, qui depuis très longtemps donc utilisons de manière très forte ces différentes commodités. Et donc, la voiture est un exemple. La voiture ici, elle est universellement répartie. Si les Chinois ou les Indiens possédaient tous, comme nous, une voiture, la planète éclate, ça ne tient pas. Donc comment faire en sorte qu'il y ait une justice sociale à l'échelle planétaire et non pas simplement à l'échelle du pays pour qu'on s'en sorte. C'est le premier point. Deuxième point, je pense aussi que les innovations ont un sens. C'est-à-dire que l'innovation pour l'innovation, ça ne va pas apporter grand-chose. Je m'explique. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que la voiture pèse fortement, les moyens de déplacement, mais en général pèsent fortement sur nos émissions de CO2. Donc, on va proposer quelque chose, et là, on est en train de lancer dans la rupture avec le véhicule thermique, qui se remplace progressivement par le véhicule électrique. Alors, ça va nous permettre de conserver les voitures. Elles seront électriques, mais les producteurs de voitures produiront toujours autant de voitures, avec sans doute des marges bénéficiaires qui seront encore plus importantes. Ceci dit, la production est décalée, elle n'est plus sur l'utilisateur de la voiture. Donc sans doute qu'il y aura moins de CO2 émis dans nos villes quand on n'aura plus que des voitures électriques, mais le CO2, il est émis ailleurs. Alors, soit il est émis par le charbon, par le gaz, qui permet donc de produire du courant électrique, soit il est émis dans un risque important qui est le nucléaire.
Alors on va nous dire aujourd'hui, Jean Grossi, parce que vous avez parlé tout à l'heure de lui, lui dit clairement il faut aller vers le nucléaire. Le nucléaire est une énergie décarbonée qui nous permet de sortir de ce cercle vicieux. Sans doute, on a quand même Tchernobyl, Three Mile Island, Fukushima, qui sont quand même des signaux forts à l'échelle de la planète qui nous dit que le nucléaire n'est pas une énergie comme ça, donc on peut l'utiliser si facilement que ça semble apparaître tel qu'il est dit ici. Voilà, donc mes questions sont là, hein. C'est comment faire en sorte que l'innovation technologique, par exemple la voiture, hein, serve véritablement la planète et non pas donc les bénéfices de certains producteurs. Juste une observation pour finir aussi. Moi, je ne vois pas comment la planète peut s'en sortir à partir de ces deux points de vue que j'ai mis là, sans une politique de sobriété. Si on ne va pas vers la sobriété et vers un transfert sur autre chose, c'est-à-dire que le bonheur n'est pas forcément d'avoir une voiture qui pèse 2,5 tonnes pour faire 5 km tous les jours, tout seul dans sa voiture, c'était pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est peut-être un vélo, hein. Un vélo donc qui soit électrique ou un musculaire d'ailleurs. Donc, allons vers la sobriété en diminuant donc de consommation. Et pour terminer, pour la question qui a été évoquée sur les déchets, j'entends ce qui a été dit sur les déchets. Moi, je reste convaincu quand même. Alors bon, c'est aussi un petit peu mon affaire, les déchets. Donc, je reste convaincu que on ne doit pas démobiliser les individus. C'est-à-dire que la technique qui ferait des tris à 90% dans nos poubelles où on mettrait tout n'importe comment, c'est une technique qui viendrait à démobiliser les habitants. Donc il faut que les habitants restent mobilisés et il faut que l'acte de tri soit un acte citoyen qui nous amène à faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on achète. On parle de filet récupérateur. Alors, beaucoup de remarques et de questions. Donc, Simon, si vous voulez bien reprendre effectivement les différents Bien sûr. points, notamment sur le facteur population. Je sais pas, la question de Daniel. Vous l'aviez Oui. Alors, population, effectivement, on était 1 milliard, je pense, en 1900. Donc là, on est 8 milliards. Donc quand on dit, l'Américain, il a 15 tonnes par an et le Français 5 tonnes par an, si on était 1 milliard, ce serait plus simple que... Alors maintenant, comment faire ? Historiquement, il y a eu des pestes. Voilà, enfin, c'est pas facile. Hein, c'est pour ça qu'on n'ose pas en parler, parce que comment faire pour réduire la population ? Ça passe par des famines ou des maladies, des épidémies, ou des politiques, alors c'est plus lent, des politiques de natalité, ou de planning familial, ou une dictature comme en Chine, qui fait la politique de l'enfant unique, et qui voit sa population baisser. Et qui engendrera une diminution de la population à moyen terme. À moyen terme, mais mais c'est très long. Ah non, bien sûr. Mais au niveau mondial, les prévisions sont plutôt la hausse de la population. La quantité d'émissions, c'est le produit d'un nombre, d'une quantité de population par une consommation unitaire. Oui. Donc on peut aussi imaginer de baisser la consommation unitaire de ceux qui consomment le plus. Bien sûr. Pour ça, dans des politiques malthusiennes en termes de population. Bien sûr. Alors, justement, c'est un peu la sobriété. Alors, ce qu'on appelle sobriété depuis la crise, l'agression russe en Ukraine, on parle de sobriété, c'est en fait baisser les quantités à consommer. C'est dit autrement. C'est-à-dire qu'il faut baisser votre consommation d'énergie. Donc, l'objectif était de baisser de 10%. On y est arrivé, nous, consommateurs, parce que moi je ne suis pas producteur, on y est arrivé avec des mesures pas coercitives, de type on est tous à 19 degrés. Les premières baisses de 10%, c'est les plus simples. Il ne faut pas faire 10%, il faut baisser par 3 en 30 ans. Elle a passé de 21 à 19, ok, mais maintenant passer de 19 à 16, c'est plus compliqué. Donc le coût de la sobriété, il est plus compliqué. Mais effectivement, et c'est en fait, à mon avis, pour rapport au tri, c'est de moins consommer de produits du système linéaire.
Si on consomme moins, donc à plus de sobriété, il y a moins de déchets. Et effectivement, il y a moins de croissance. Pour reprendre un débat plus macro, il y a moins de croissance. Donc si on ne peut pas agir sur population, agissons sur l'empreinte carbone de chacun, la consommation de chacun, à travers, ça peut être des techniques. Juste une dernière remarque sur la technique de monsieur. Si c'est breveté, ça ne peut pas être diffusé. Vous allez avoir du mal à diffuser à l'ensemble de la société si votre entreprise a breveté ces techniques, parce que les autres ne peuvent pas l'utiliser. Et c'est une autre limite de l'innovation. Merci pour les interventions. Oui, c'est une toute petite question, je suis une deuxième après. À quel moment remonte la première alerte dans le temps sur les conséquences du développement que l'on vit actuellement? Je pense que ça doit remonter à... Enfin, j'ai pas de date exactement. Ensuite, on va parler d'agriculture. L'agriculture, c'est un des pôles importants sur les problèmes de pollution que l'on connaît, sur le fonctionnement du monde. Après la guerre, en 1945-46, le coût de l'alimentation était de 45% par ménage. Aujourd'hui, il est à 11%. Alors comment va-t-on permettre aux gens de continuer de se nourrir sans qu'il y ait une forte augmentation du coût de l'alimentation? Parce que si on le voit aujourd'hui, pendant le Covid par exemple, la demande de produits bio a fortement augmenté. Aujourd'hui, on est en récession. Pourquoi? Parce que c'est un problème de pouvoir d'achat. Alors donc c'est compliqué, et vous en avez parlé tout à l'heure, sur les conséquences sociales d'une autre vision du fonctionnement du monde. Alors le premier appel, il est assez vieux en fait, hein, et dès l'utilisation du charbon, on a les images de Londres, la pollution des villes. Donc très rapidement, on s'est rendu compte que notamment l'extraction de ressources générait des effets négatifs. Mais si vous voulez, ce qui est compliqué là, avec les dégradations environnementales, d'un point de vue politique, c'est deux choses. Par exemple, comment arrêter la guerre en Ukraine? Il faudrait que Poutine... voilà, on peut avoir des réponses un peu... oui, il faudrait des chars ou pas des chars. Là, les dégradations environnementales, la hausse de la concentration de CO2, elle provient de millions de comportements. Elle provient de millions de comportements. C'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est le premier aspect. Et de plus, l'effet n'est pas directement visible. C'est-à-dire que le fait d'utiliser du diesel à niveau individuel, on ne voit pas l'effet. Donc, c'est très compliqué. Et donc, on commence de plus en plus à voir les effets. Et je n'ai pas mis la slide sur les effets. Donc, les effets, donc la pollution des villes. Moi, quand j'avais une dizaine d'années, on parlait de la couche d'ozone. Donc, ça, on a réglé la couche d'ozone pour d'autres raisons. Là, les effets, on commence vraiment à les voir. Enfin, c'est les sécheresses, les méga incendies, et donc aujourd'hui, on le voit. Ça ne veut pas dire qu'on ne les voyait pas avant, mais c'était quelques scientifiques qui disaient, au fait, et l'ensemble de la société, finalement, il y avait une forme de déni, parce que c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est vieux. Sur l'agriculture, bien sûr, alors moi, j'ai fait ma thèse à l'INRA, donc c'est des questions qui m'intéressent. Là, il y a des questions encore plus compliquées parce qu'il y a le lien avec l'alimentation. C'est la spécificité de l'agriculture, c'est environnement, alimentation. Et les problématiques de l'alimentation, il y a déjà des problèmes en termes sociaux. C'est-à-dire que le mode de consommation va dépendre des classes sociales, etc. Et il y a beaucoup d'inertie dans les modes de consommation. Et arrive l'inflation.
Donc forcément, le prix du bio est un peu plus élevé que le non-bio. À partir du moment où on a plus de 10% d'inflation dans l'alimentaire, je vais arrêter d'acheter du bio. Sachant quand même qu'on pourra avoir des politiques publiques plus favorables à la conversion vers le bio, selon moi. Parce que là-dessus, on a des politiques de type « vous êtes nouvel agriculteur bio, on vous aide, mais au bout de 3 ans, on arrête ». Et donc, on peut quand même avoir des politiques favorisant le bio. Voilà. Une autre question. Oui, par rapport à la transition écologique, est-ce qu'il ne faudrait pas associer à la fois transition écologique et énergétique? Et puis, puisque pour rebondir sur l'aspect agricole, bon, l'agriculture est souvent accusée de beaucoup de maux, hein, donc de polluer, d'être aussi un peu polluante, gaz à effet de serre notamment, et plein de choses comme ça, mais qui peut être aussi source de solutions. Hein. Je pense que les différentes crises ont permis de... On connaissait l'agribashing il y a encore 5-6 ans, hein, où l'agriculture était fortement critiquée, à juste titre dans certains cas. Hein. Mais aujourd'hui, on remet un peu l'église au milieu du village, on se rend compte que c'est quand même un métier essentiel de production alimentaire, et aussi au devenir pour la production d'énergie. Et je vais peut-être citer un cas qui peut être intéressant, puisque vous avez parlé un petit peu de photovoltaïque, d'éolien, tout ça. Donc, faut bien comprendre, et vous le savez, on le sait tous, on est absolument addict au pétrole, toujours, même si on doit s'en passer. La consommation en France est peut-être moindre qu'en moyenne en Europe, mais je crois que c'est encore de l'ordre de 70% de l'énergie, 70% des produits fossiles. Donc évidemment, ça doit complètement évoluer. Mais il y a souvent j'ai beaucoup d'amis là qui font par exemple des choses, ça me heurte pas mal. Donc ils ont une voiture qui consomme pas mal, ils disent je fais un acte écologique, je roule maintenant en bioéthanol au lieu de l'essence. Alors donc ils se croient écolo alors que c'est une aberration. Et je vais citer quelques chiffres parce que c'est quelquefois bien d'avoir quelques éléments tangibles pour prouver ça, puisque dans la transition énergétique, hein, si je fais un raccourci, où on va aller vers des énergies renouvelables qui consomment aussi de l'espace, notamment agricole, hein, pour ce qui est du photovoltaïque par exemple, puisque l'objectif est quand même de multiplier par 9 ou 10 d'ici 2050 les surfaces en gros. Donc on va sans doute grignoter aussi sur du foncier agricole, hein, qui est un sujet sensible. Et je prends juste un exemple, puisque certains parlent que la production d'énergie renouvelable est un risque pour la souveraineté alimentaire. Je fais juste un parallèle. Si je prends un hectare de blé va me permettre de produire en gros 2200 litres de bioéthanol à l'hectare. Je prends le même hectare et que sur lequel je vais mettre 30% de panneaux photovoltaïques, avec encore une activité agricole en dessous. Hein. On prend cet exemple-là. Avec ce même hectare, je vais faire... j'ai pris une voiture moyenne qui consomme à peu près 7,5 litres de bioéthanol, sachant qu'elle consomme 20% de plus que de l'essence. Et à côté, j'ai pris une Zoé électrique qui va consommer 16 kWh au 100 km. Donc d'un côté, mon bioéthanol, vous faites le calcul, hein, 2200 litres en moyenne par 7,5 litres, vous allez faire à peu près 32 000 km par an. Et par contre, avec votre hectare de production électrique à l'année, vous allez faire 7 500 000 km. Ça veut dire que vous avez un rapport de 1 à 240 fois, hein, dans cet exemple-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on consomme quand même beaucoup de foncier agricole pour produire des biocarburants. Bio, peut-être pas le mot, enfin peut-être pas le très adapté. Mais en tout cas, voilà, donc il y a quand même une consommation énorme de foncier agricole pour produire des carburants, pour continuer un petit peu la logique de notre façon de consommer toujours. Alors, est-ce que vous, par exemple, vous avez, parce que c'est un sujet un peu tabou hein, que j'évoque là, est-ce que vous avez des chiffres un peu précis là-dessus, parce qu'on a du mal à se faire avoir ces chiffres-là, puisque c'est un peu caché, si je puis dire. Alors,
comprends pas dans quelle mesure ce serait caché. Alors, si vous voulez, moi, ce que je peux présenter, c'est mes travaux de recherche qui se basent sur des bases de données de l'INSEE. Alors, les bases de données de l'INSEE, donc c'est que l'INSEE, c'est une agence d'État, donc c'est nos impôts. Même pour moi, qui suis fonctionnaire, donc c'est vous qui me payez, c'est assez dur d'y avoir accès. Et notamment, il y a une base de données qui s'appelle l'enquête Antipol, donc qui demande aux entreprises quelles sont vos dépenses anti-pollution, qu'est-ce que vous faites pour l'environnement. C'est très difficile de les avoir. Et ce qui est impossible à savoir, c'est quels sont les gaz à effet de serre émis par chaque entreprise, chaque grande entreprise. Ça, on ne peut pas les avoir. Maintenant, au niveau global, je ne vois pas ce qui pourrait être caché. Enfin, je ne vois pas quel type de données je pourrais avoir accès, pas vous. C'est simplement, hein, pour résumer très vite, ouais. Parce que c'est pas l'objet, c'est que il y a des lobbies puissants derrière qui ne veulent pas avouer qu'on risque, enfin, quand il y a 4-5% de la surface agricole qui est utilisée pour ça, à cette fin-là, ça peut heurter lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire. Voilà. Donc, oui. Je dirais sur le niveau, voilà, nos puissants syndicats, les puissants syndicats agricoles qui protègent un peu ces données-là, quoi. Mais puisque vous êtes de l'INRA, je fais juste un lien là-dessus, parce que je trouve que alors, je suis agriculteur, hein, pour vous dire, mais je trouve que l'INRA, quelque part, dans cet enjeu où il y a une adaptation profonde du monde agricole qui doit se faire justement parce que le monde agricole est aussi particulièrement addict au pétrole. Hein, pas de pétrole, pas d'engrais azotés, pas de tracteurs. Notre modèle agricole, il est toujours sur le triptyque de l'après-guerre avec pétrole, chimie, je dirais presque lourde, hein, de moins en moins, mais quand même beaucoup de chimie et super mécanisation. Donc, on doit aujourd'hui transformer ce modèle-là pour un modèle plus résilient, en passant de la chimie vers la biologie, c'est-à-dire la vie du sol et meilleure efficacité du système globalement, quoi. Mais le problème, c'est la formation. On passe d'un monde de recettes à un monde ultra compliqué où il y a tellement d'interactions qui sont en jeu. Et c'est là que des instituts comme l'INRA dont vous parliez, puisqu'on est comme en terroir agricole ici, hein, en zone de Quimper. Donc il y a, vous n'avez pas trop parlé de tout ce besoin de connaissances, de formation et de moyens vraiment importants qu'il faut mettre en place pour justement utiliser toutes les surfaces. Parce qu'on a quand même la chance en France d'avoir beaucoup de surfaces agricoles, là, c'est 28 millions d'hectares, c'est énorme, et ça peut être justement une source extrêmement efficace pour je dirais, absorber un peu les excès de carbone, fixer du carbone déjà dans le sol, et des choses comme ça. Donc il y a plein de moyens, c'est fabuleux ce que le monde agricole peut produire pour justement réparer, je dirais, un peu ou contribuer en tout cas à la réparation des dégâts qui ont pu être faits. Bon, il faudra peut-être qu'on fasse une conférence sur l'adaptation de l'agriculture à la transition écologique. Donc ça pourrait être un sujet entier, donc on ne va pas passer que sur l'agriculture, vous voulez répondre si vous. Oui, mais moi je suis d'accord avec vous. Après, l'INRA, il y a beaucoup de centres INRA. Bon, je vous invite à voir celui de Toulouse qui m'a formé. Alors je ne suis plus à l'INRA, le laboratoire s'appelle agroécologie. Voilà, donc c'est clair. Et donc, par exemple, là, c'est un peu quand même, pour reprendre le dernier schéma, ce que vous dites, c'est que c'est peut-être plus simple pour un agriculteur de ne pas être bio. Parce qu'on a tout autour, on a des syndicats, on a de la formation, et c'est plus dur, c'est plus incertain d'avoir des pratiques moins bio. Et par exemple, il y a des travaux qui montrent le rôle du conseil, des conseillers agricoles, du conseil en agriculture. Ou le rôle des différentes écoles, il y a des lycées agricoles, et des formateurs des lycées agricoles, le rôle des scientifiques. Mais oui, effectivement, l'agriculture, c'est un rôle majeur, ça je ne le nie pas. Je ne l'ai pas dit, bien sûr, parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas dites, mais c'est sûr. Moi, je voudrais juste livrer une réflexion à ce stade, c'est que, en
fait, j'ai le sentiment que tout le travail sur la transition écologique est très récent, qu'on patauge en fait, on essaye des solutions, elles sont quelquefois bonnes mais assez souvent mauvaises, et que effectivement les politiques publiques finalement, ou les politiques tout court, ont vraiment besoin de complètement reconfigurer, remettre à plat leur système de pensée et effectivement les modalités d'application de leur politique. Parce que effectivement, il y a tellement d'implications, et moi j'ai apprécié que vous mettiez effectivement la justice sociale effectivement comme étant un des éléments importants, parce qu'effectivement on a bien vu à plusieurs occasions que des politiques peut-être un peu simplistes écologiques avaient des impacts sociaux extrêmement néfastes, notamment pour les plus fragiles dans nos populations. Et donc ça veut dire qu'il faut complètement réinventer. Donc je pense que c'est un chantier absolument colossal, on vit une transition historique, mais je pense que la difficulté c'est qu'on est au tout début de cette transition et qu'il va falloir résister à l'augmentation de la température pendant au moins le siècle qui vient, parce que ça sera probablement assez inévitable. Je rajouterai à propos de l'agriculture qu'il y a les organisations agricoles, entre autres coopératives et autres, industrielles aussi. Ils disent, on est très conscient du bio, de l'environnement et tout. Ils disent que on travaille dans ce sens, mais dans les faits, on ne le fait pas. Et ce qui est mauvais, c'est un double langage, et c'est vraiment dommage. Hein. Bon, donc, ma question, c'est, qui n'est pas vis-à-vis de l'agriculture, quelle est la durée de vie du CO2 ou même du méthane, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Oui. Alors, les gaz à effet de serre ont plusieurs... il y a plusieurs types de gaz. Donc il y a le CO2, il y a le méthane, le protoxyde d'azote, et certains sont extrêmement puissants. Je pense que c'est le méthane, mais durent moins longtemps. Et d'autres sont moins puissants, mais restent plus longtemps. Alors là-dessus, voilà, c'est la limite de ma discipline, c'est que je peux pas vous dire, je peux vous dire ça, et puis en ordre de grandeur, je peux pas vous dire plus. On va changer de côté un peu, parce que j'étais beaucoup concentré là. Oui, je voulais rebondir sur la dimension sociale. Est-ce que vous savez pourquoi le mot Sustainable Development, Sustainable c'est un mot français, ça veut dire soutenable, c'est dans le dictionnaire, ça veut dire qui peut se supporter sans durée, par qui? Par les habitants. Donc il y a toute une dimension sociale dans Sustainable Development, a été traduit par le développement durable. Moi, ça m'a profondément choqué, parce que je crois, vous avez dit tout à l'heure que le développement durable est techno-optimiste. J'ai beaucoup aimé cette définition. Voilà. Pourquoi? Est-ce que ça n'a pas contribué justement à minimiser toute cette dimension sociale? Je m'arrête là, je pourrais continuer, mais... Alors, il faut voir qu'un autre aspect du développement durable, par les concepteurs, c'était de mettre l'accent sur les besoins des plus démunis. Donc, cet aspect-là était présent à l'origine. Mais en fait, le développement durable, c'est assez plastique. C'est une sorte de... C'est normatif, mais il n'y a pas vraiment de normes. On ne sait pas trop, finalement, quels sont les critères. Il y a eu beaucoup de débats. Bon. Maintenant, ça a été traduit car, je suis francophone, mais dans sustainable, il y aurait l'idée de à la fois soutenable et durable. Donc soutenable, mais durable dans le temps. Donc on a choisi de dire durable dans le temps plutôt que soutenabilité. Mais dans l'anglais, on aurait un peu les deux. Bon. L'anglais est plus subtil. Dans le dictionnaire, il est marqué qui peut se supporter sans durée. Vous le trouvez dans de la rose, vous le trouvez dans le Kiev, vous le trouvez dans plein de dictionnaires. Pour sustainable.
Oui. Soutenable égale qui peut se supporter sans durée. Oui, oui. Dans toutes les, Oui, oui, mais le premier concept est anglais. Et ensuite, on a choisi de le traduire. Mais il y a des auteurs qui l'ont traduit par soutenable. Quand même. On enchaîne par une autre question. Oui, alors vous avez aussi tout à l'heure évoqué, mais assez rapidement, l'IRA, qui n'a rien à voir avec la République irlandaise, bien sûr. Est-ce que vous pourriez juste développer un tout petit peu? Et puis ma question c'est, est-ce que la France ou l'Europe ne pourrait pas opter un petit peu pour le même type de politique justement vis-à-vis des États-Unis pour justement participer à la transition écologique, puis pour s'opposer aussi à ce qui se passe aux États-Unis et qui risque d'avoir un impact important effectivement sur les industries françaises. Merci. Alors, l'IRA, c'est... je n'ai pas le montant en tête. Donc c'est une politique... Alors, IRA, ça veut dire Inflation Reduction Act. Mais en fait, c'est pas vraiment lié aux questions d'inflation. C'est un grand plan américain, plutôt une grande politique industrielle. L'idée, ce serait de verdir la politique industrielle, mais c'est un non-dit, c'est une forme de protectionnisme. C'est une forme de protectionnisme. Et l'idée est la suivante, toute entreprise qui localisée aux États-Unis qui fait un produit vert, alors après, il faut voir les modalités que je ne connais pas, aura de l'argent. Et alors j'ai oublié, je pense que c'est BASF, à vérifier, BASF, entreprise chimique allemande, qui avait un projet d'implanter une usine en Allemagne, qui a décidé de la mettre aux États-Unis. Parce que ça concerne aussi les entreprises. Et donc on a un mouvement de panique en Europe, et Thierry Breton, la Commission, au Parlement, par rapport à ce plan-là. Pourquoi on ne le fait pas en Europe ? Certains pays sont pour, d'autres non. Ah, mais oui, mais il ne faut pas se fâcher. Alors l'Europe a une position inconfortable parce que naît un conflit économique entre la Chine et les États-Unis. Et l'Europe est pris entre deux feux. On ne va pas se fâcher avec l'un et l'autre. Et l'autre difficulté, c'est qu'il faut se mettre d'accord à plusieurs. Donc on aura toujours une partie des pays pour, l'autre contre. Mais peut-être qu'on fera un plan de ce genre, avec beaucoup de retard. Autre question? Ça n'a pas fait des nuls de ce côté-ci de la salle? Ah, question. René. Oui, c'est une appréciation de votre conférence. Vous avez divisé en deux, au début de votre conférence, les gens entre les optimistes et les pessimistes. Et vous avez mis les pessimistes dans les écologistes qui prônent par exemple la décroissance. Mais à la suite de votre conférence, je suis complètement déprimé parce que je m'aperçois que vous faites plutôt partie des pessimistes parce que vous montrez la complexité du système de notre société et la complexité de faire avancer les choses. Donc je pense qu'il faudra certainement changer le début et vous mettre dans les pessimistes. Je suis peut-être dans les plus optimistes de mes collègues. Non, mais si vous voulez, ça fait longtemps qu'on est au courant, qu'on sait, et puis il y a des blocages, même individuels. Et il y a un autre ouvrage qui n'est pas en économie, de Yuval Noah Harari, qui s'appelle Sapiens. Et finalement, on est tous des sapiens, quoi. Qu'on croit, on a des désirs. C'est compliqué de décroître, de changer au sein des entreprises, des pays, de se dire finalement, la sobriété, on peut être heureux. Enfin, et moi, je vois des jeunes tous les jours à mon université. Une petite minorité en est conscient, mais bon. L'autre posture qu'on peut avoir, c'est finalement, il n'y a plus rien à faire, quoi.
Non, que je n'ai pas. Non, que je n'ai pas. Je pense qu'on peut faire des choses. Mais malheureusement, non, moi je ne l'ai pas, justement. Je pense qu'on peut faire des choses. Mais pour les jeunes, c'est pas facile de se dire, ah là, c'est comment on va changer, bah, finalement. Mais voilà, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, et notamment sur ce dernier point là que vient d'évoquer René, sur les techno-optimistes et les techno-pessimistes? Merci pour votre présentation. Et puis effectivement, je vais rebondir, pas tout à fait sous le même angle, mais c'est vrai que la vision, qui est quand même cette vision Club de Rome 72, opposée à celle du développement durable des années 90, du début des années 90, à partir du moment où elle est conceptualisée à Rio, en gros, c'est posée à New York, mais conceptualisée à Rio et posée à Rio. J'étais agriculteur. Je n'y suis plus. Je vous entends pas très bien, monsieur. Pardon. Je ne reprends pas le départ. Donc j'étais juste agriculteur et je vais vous dire quand même que je suis dans la deuxième catégorie des optimistes, parce qu'on a quand même maintenant maîtrise de pratiques qui peuvent nous permettre d'être complètement engagés, certes pas encore complètement stabilisés, par manque de savoir, et ça c'est peut-être la dimension qui manque dans votre exposé, c'est-à-dire que la différence entre ce qu'est Club de Rome et développement durable, c'est très probablement l'accès au savoir. Et la phase nouvelle de cette question qui peut nous rendre optimistes, c'est on ne cloisonne pas, on ne silote pas soit la décroissance, soit le développement. Il nous faut faire des passerelles, et c'est probablement le développement des savoirs qui nous permettra ça. Et on ne peut pas faire sans savoir. On ne fait jamais qu'avec le savoir accessible. Pour revenir à l'agriculture, aujourd'hui, j'ai participé par bonheur à certains travaux du comité de développement durable sous la présidence de Mme Ducrot, en d'autres temps, au début de ce siècle. Et j'ai donc pu mettre la main sur ce qu'est effectivement cette différence fondamentale d'approche entre les décroissants et ceux qui peuvent se permettre l'optimisme obligatoire pour l'aspect sanitaire de l'ensemble de la coexistence à l'échelle de la planète, parce que nous sommes complètement déséquilibrés. Un Américain dispose en gros de 8000 m² par habitant. En Chine, on est à 500 m², je crois. Et en dessous de 700 m², il faut savoir que tout simplement, on est en situation d'incapacité à produire de façon autonome son alimentation. Donc ça veut dire que la solidarité planétaire, elle est obligatoire. Donc ça veut dire que ceux qui sont encore en situation de pouvoir produire de l'alimentation, qui est quand même le bien essentiel, devront faire, en termes de réflexion durable, devront produire plus, mieux et avec moins. J'ai animé un groupe dans le Finistère de développement de l'agriculture autour de ces questions-là. Aujourd'hui, nous sommes capables de produire pratiquement 2 cultures et demie en 2 ans. Pour chacune des cultures, nous avons divisé par 5 notre consommation énergétique. C'est-à-dire que nous sommes passés de 150 litres de fioul à 35 litres de gasoil. C'est-à-dire que nous avons multiplié pratiquement la production par 2, en divisant par 5 les consommations énergétiques. Et nous sommes capables, toutes choses mesurées, de contribuer à la régénération de nos sols, limiter les pollutions et développer la biodiversité. Donc c'est-à-dire que nous sommes capables aujourd'hui, nous savons faire. Alors, il y a des freins au développement de ce type de technique, c'est évident. Ça a été longuement expliqué à bien des égards. Mais nous savons faire. Et ces choses-là peuvent nous permettre d'être optimistes pour les temps qui viennent entre écologie et développement soutenable. Ah, ça fait du bien un peu de temps en temps. Ah oui. J'avais dit que vous auriez un peu plus optimiste. Allez-y. Non, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais alors, il faut voir que dans le développement des savoirs, le développement de l'innovation dépend du développement des savoirs. Donc là, on n'en a pas parlé. Il y a l'idée de R&D, recherche et développement. Alors après, il y a tout le système national. Est-ce qu'on met de l'argent dans la recherche? Quel type de recherche?
est-ce qu'on favorise les chercheurs ou moi, je travaille à l'université, je ne peux pas dire qu'on a une politique favorisant l'université française. Bon. Et l'environnement au sein de l'université française. Pardon. Alors, je pense, je crois en la capacité de l'homme à agir pour le bien. Donc, en ce sens, je suis optimiste. Pour les questions à l'avenir, est-ce qu'on va réussir à être sous les 1,5 degrés ou 2 degrés? Globalement, je suis moins optimiste. Mais j'espère. Bon, qui veut encore intervenir? On arrive pratiquement au terme de notre soirée. On va donc en rester là. Merci beaucoup. Merci de nouveau. Donc, merci à vous. Merci.